merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur et le plaisir de recevoir un célèbre Yvelinois. Il est jardinier en chef du domaine de Versailles. Il est auteur de nombreux livres et imaginez-vous, il est aussi correspondant national de l'Académie d'agriculture de France. Voilà, Alain Baraton, bonjour. Bonjour Annick, et je suis très fier de ce dernier qualificatif. L'Académie d'agriculture a été créée par Louis XV à Versailles et l'idée de participer à cette noble, association ne peut que me réjouir. Ben, je comprends, puis quel honneur. Je ne sais pas si c'est un honneur, je suis élu à vie, donc déjà indéboulonnable. C'était pas pour me déplaire. C'est agréable ? Oui, mais il faut quand même se souvenir que c'est l'agriculture qui nous a dans le passé et qui continue aujourd'hui de nous alimenter. Et l'idée de pouvoir, bien modestement pour ce qui me concerne, mais contribuer aux travaux aux côtés de grands savants, vraiment ne peut que me flatter. Mais alors, du coup, en quoi ça consiste en deux mots, bien sûr? L'Académie d'agriculture, donc les élus, vont réfléchir sur les nouvelles modes de culture, les gestes ou pas à répéter. Ils ont une réflexion sur l'agriculture en général, française et mondiale. En un mot, ce serait, je dirais, des intellectuels qui réfléchissent sur le devenir du sol, de la manière de le travailler et ce qu'il faudrait faire pour que l'agriculture continue à alimenter une population en constante augmentation. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Sous Louis XV, elle fut créée pour lutter contre les grandes maladies qui décimaient les populations. Je parle bien sûr des maladies. Et donc l'Académie d'agriculture de France a un grand rôle à jouer dans la vie de tous les jours. Et vous vous réunissez souvent? Alors, j'y vais très peu, je ne vais pas mentir, mon emploi du temps ne me permet pas de trop me libérer, mais elle se réunit régulièrement. Elle a son siège à Paris, rue Bellechasse. Et c'est une belle et noble académie que j'apprécie beaucoup. Bah écoutez, vous venez de nous le prouver. Alors, dites-moi, aujourd'hui on est là pour un nouvel ouvrage. Oui. Voilà, on vous a souvent vu pour des livres pour adultes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous vous penchez sur les enfants. Alors, on va parler 2 minutes de la collection. Ça s'appelle Quand ça va pas. Elle est créée et dirigée par Maureen Dore. Une fée. La fée Maureen Dore. Une fée. J'ai rencontré un jour une fée qui s'appelle Maureen Dore. Et c'est elle qui m'a donné envie d'écrire cet ouvrage. Voilà, alors le principe de cette collection chez Glénat Jeunesse, c'est de prendre un sujet fort, un sujet important. Donc là, en l'occurrence, le jardin. Il y a eu la République. Et après, on fait parler de ce sujet à quelqu'un d'émérite dans le domaine et reconnu de ses pairs. Oui. C'est ce que dit Maureen Dore. Oui, il y a eu la République, comme vous dites, avec François Hollande. Voilà. Ce qui n'est quand même pas rien d'avoir réussi à convaincre l'ancien président de la République de faire non pas 1, mais 2 ouvrages. En plus, il y en a eu 2. Oui, ensuite, elle a également demandé à Michel Simès, la médecine. Et quand elle m'avait interpellé il y a 4-5 ans déjà, pour savoir si j'accepterais de travailler avec elle, je lui avais dit, Maureen, vous êtes délicieuse, vous êtes une fée, certes, mais je ne peux pas trop me disperser. Et puis je me suis dit, quand même, il y a 1 an ou 2, quand elle est revenue me voir, j'ai quand même, tu exagères. Je passe mon temps à dire qu'il faut apprendre aux enfants les bons gestes. Il faut leur donner l'envie du jardin, l'envie de jardiner. Et tu as devant toi une personne qui t'encourage à transmettre ce savoir et tu ne le fais pas. Alors il y a 1 an ou 2, j'ai sauté le pas, j'ai dit à Maureen, ok, on y va. Et c'est le petit ouvrage qui est voilà, qui est magnifique. Et alors moi qui connais quelques petites choses, mais pas beaucoup, j'ai appris plein de choses. Je pense que c'est bien pour les enfants, mais aussi pour les parents. En fait, pour toutes les personnes qui sont concernées par la nature et qui ont envie de s'occuper d'un jardin ou même d'avoir un regard un peu intelligent sur la nature, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Parce que c'est conçu comme ça, finalement. Vous prenez plein de petits sujets. Oui, mais ce que vous venez de dire est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Qu'est-ce que j'ai dit ? L'idée que ce livre intéresse autant les parents que les enfants. Comment voulez-vous qu'un gamin s'intéresse à un ouvrage si le papa ou la maman ou les grands-parents, eux, ne s'y intéressent pas? Et j'ai fait une signature il n'y a pas très longtemps à Paris, et j'ai beaucoup été sensible à la quantité de papis et mamies qui sont venus acheter le livre pour leurs petits-enfants, mais qui m'ont dit qu'avant, ils allaient l'offrir, ils allaient le lire, parce qu'ils l'avaient feuilleté et que ça leur plaisait. Donc effectivement, ce livre est écrit d'une manière qui n'est pas stupide ni même ridicule. Ah ben non. Il s'adresse à des enfants dans un langage clair, mais qui peut aussi intéresser la grande dame que vous êtes. La grande dame, c'est chic. Très chic, merci beaucoup. Et alors, sans vouloir être désagréable, pourquoi pas plus tôt? Vous auriez pu vous y mettre un peu plus tôt. Est-ce que vous êtes grand-père maintenant vous-même? Alors, je suis 4 fois grand-père. Ah, ce sont ces prénoms là si jolis qu'on voit au début. Eh bien oui. Maxime, Alexis, Leonardo et Matteo. Matteo vous embrasse. Oui, le tout petit, il a quelques mois à peine. Oh, alors. Et c'est vrai que quand je les vois, je ne parle pas de Matteo qui est encore bien petit, mais quand je vois Alexis et Maxime dans leur jardin du côté de Bordeaux, et quand je vois qu'ils adorent le jardinage, quand je me dis que je suis peut-être à la tête d'une lignée de jardiniers, on ne sait jamais, mais oui, et que je n'ai même pas
fait de bouquins pour eux, mais j'avais honte. Et Morinda m'a permis de corriger mon erreur avec Laure Maloubou, une illustratrice qui a un talent exceptionnel. Des dessins ravissants, voilà. Et très agréable, très joli. Très explicite. C'est un ouvrage. On est dans la clarté. Je vais vous avouer une chose. Allez-y. C'est un ouvrage collectif, parce qu'en fait, nous sommes 3 à l'avoir conçu. Alors, il y a la vous, dessinatrice qui a dessiné d'après mes propos, et moi j'ai travaillé avec Maureen Dor qui a vraiment fait la mise en page. C'est elle qui m'a indiqué la route à suivre. Elle a fait la structure. Oui, la structure. Et donc j'en parle avec beaucoup de fierté, parce que je suis très fier de cet ouvrage. On le lit avec bonheur, avec plaisir. Il y a un petit peu de Versailles dedans, vous avez remarqué quelques dessins, mais je suis très très fier et très heureux de cet ouvrage. Cette collaboration. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Alors du coup, on se rend compte, en fait, le leitmotiv un peu de Maureen Dor, c'est de dire qu'il faut comprendre que la nature domestique ou sauvage est aussi importante, qu'une petite fleur entre 2 pavés dans la rue sera aussi importante qu'un grand chêne au fin fond du parc. Oui. C'est ça l'idée, parce que tous les enfants n'ont pas de jardin. C'est l'idée, tous les enfants n'ont pas de jardin. C'est l'idée déjà d'encourager les enfants, à défaut de jardin, d'aller se promener dans la nature ou de créer, même dans un petit pot, dans une tour, dans un immeuble, alors voilà, un petit pot près de la fenêtre de la cuisine. Ça peut marcher. Mais bien sûr, alors ça ne sera pas exceptionnel. Il faut de la lumière. Oui, mais il en faut un minimum. Mais un gamin, vous lui donnez quelques graines de radis, vous lui expliquez qu'une plante est un être vivant, ça lui explique la vie, un végétal naît, se développe, se multiplie et meurt. C'est un petit peu une très belle image. C'est une leçon de choses accompagnée d'une leçon de vie. Donc le but, c'est de permettre aux enfants de s'intéresser aux plantes, de leur apprendre ce que sont les plantes, de leur dire que dans un jardin, il n'y a pas que des arbres ou des arbustes, il y a aussi des bestioles, des insectes. Quel est leur rôle, leur utilité? Il y a des petits mammifères, il y a des oiseaux, il y a de l'eau, il y a des bancs, il y a un jardinier avec une tenue et avec des outils. C'est tout ça qu'on a voulu faire, une sorte de guide du jardinier et de la jardinière, bien sûr, heureux. Et mon plus grand bonheur serait que des petits bouts de choux, après avoir lu cet ouvrage, se demandent s'ils n'étaient pas faits eux aussi pour être jardiniers. Et j'imagine, plus tard, être un vieillard un peu... Oui, je m'imagine comme ça, moi. Déjà mais je suis déjà très, très avancé, vous savez. Oui. Et je m'imagine très bien sur un fauteuil en rotin avec un plaid recouvrant mes vieilles jambes et avoir devant moi des jeunes gens de 20-25 ans qui me disent qu'ils sont devenus jardiniers après avoir lu mon livre. Là, ce serait pour moi l'apothéose. L'apothéose, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que, peut-être pas actuellement, j'en sais rien, mais avant, la profession de jardinier était embrassée un peu par défaut. Oui, je vous rappelle, nous en avions parlé lorsque vous m'aviez invité, il y a quelque temps déjà, que ma famille, lorsque je suis rentré à Versailles, me surnommait la bouse. Cela vous donne... Ah oui, bon, il faut le prendre avec humour, mais cela vous donne effectivement l'idée de la perception que l'on avait du métier de jardinier. Le jardinier, dans les années 1980, en général, pas tous, mais souvent, c'était un garçon, il n'y avait pas beaucoup de filles, en échec scolaire ou en difficulté d'insertion, ou qui souffrait d'un handicap. Et où je suis très heureux, car je pense avoir un peu contribué à ce changement de mentalité. Valoriser le métier. J'espère, je ne suis pas tout seul, mais avec d'autres. Et aujourd'hui, le métier qui est le mien représente la société française telle qu'elle est. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des vieux, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes en souffrance, des personnes en handicap, il y a des intelligents, des un petit peu moins et des pas du tout, il y a des beaux, il y a des moches, il y a la vraie société. Et c'est ce qui me plaît. Enfin, le métier de jardinier le plus noble, d'après Voltaire, est devenu une profession normale. Voilà, qu'on peut embrasser par vocation. Oui, ou en lisant l'ouvrage. Mais justement, qui peut être créé grâce à votre livre. Alors, une fois ceci dit, est-ce qu'il y a une crise en ce moment du métier de jardinier? Est-ce qu'on manque de jardiniers en France? On en manque, parce que souvenez-vous, lors du premier confinement, les manifestations de colère à propos de la fermeture des squares et jardins parisiens, les gens réclamaient. Donc oui, la profession demande quantité de main-d'œuvre. C'est donc un métier qui actuellement ne recrute pas comme il devrait recruter, devrait recruter, et donc c'est un métier en devenir. Imaginez une société sans jardin. Surtout que, oui. On ne peut même pas la concevoir. Donc le monde du jardin est en train d'évoluer, et je suis persuadé que ceux qui se destineront demain au métier de l'horticulture, feront un très bon choix. Oui, auront de quoi accomplir leur passion et travailler. D'autant plus que c'est un métier qui rend heureux, c'est un métier de liberté, c'est un métier où vous n'avez pas besoin de lever la main pour interpeller un contremaître parce que vous avez besoin de vous isoler quelques instants. C'est un métier également qui est positif. Vous plantez des fleurs, vous colorez les villes. Pourquoi est-ce qu'on a trop d'allergies en ville ?
parce que les citoyens sont devenus un petit peu trop sensibles, se sont un petit peu trop protégés, et peut-être aussi que les jardiniers n'ont pas planté les bonnes essences. C'est-à-dire vous avez des plantes qui développent davantage de pollen que d'autres. Oui. On pourrait peut-être en tenir compte quand on plante les végétaux. On a trop voulu, dans un premier temps, faire plaisir aux citoyens en y plantant des végétaux inadaptés. On a trafiqué la nature. Prenons l'exemple simple du ginkgo biloba. Le ginkgo produit des fruits qui puent, il n'y a pas d'autre mot. Donc pour éviter que le fruit ne tache les trottoirs et n'empeste, on ne plante en ville que des ginkgo mâles. Voilà un exemple concret. Donc on a voulu mettre des plantes qui obéissent aux modes. Et nos communes, nos villes, ont été prioritairement plantées d'arbres qui produisent ces fameux pollens qui peuvent parfois perturber. Alors c'est l'une des explications, il y en a d'autres, mais d'un côté, le citoyen devient un petit peu délicat, et d'un autre côté, les jardiniers, à une époque, ont trop pensé à la beauté des yeux sans penser au confort de l'usager. C'est en train de changer. Et sans voir plus loin que l'esthétisme. Tout à fait. On est d'accord. Et alors, comment... Moi, j'ai appris aussi un truc incroyable. Le compost, pour moi, on mettait un peu tout et n'importe quoi dans un compost du moment que c'était végétal. Alors vous nous dites pas d'agrumes. Vous avez le droit déjà d'attirer toutes les vermines de la région chez vous. Si vous voulez y mettre tout ce que l'on vous dit dans quelques revues, non, mais soyons raisonnables. Ouais. Comment voulez-vous avoir un compost bio, avoir un terreau bio, si vous y mettez, par exemple, des agrumes qui ont été traités chimiquement? Ça n'a pas de sens. Bien entendu. Ah, c'est ça. Il y a les produits, et puis la difficulté, la lenteur pour se dégrader. J'aime bien l'idée du compost qui, effectivement, est utilisable l'année d'après. Donc, on peut mettre des oranges, mais en quantité raisonnée. Et bio. Et uniquement si elles sont bio. Oui, je comprends. Oui, parce qu'il faut bien comprendre. Pensez au résultat. Oui, le produit dans l'orange, il se retrouve dans votre terre. Bien sûr, rêvez pas. Il faut réfléchir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Bon, alors très bien. Et puis, un dernier truc, comment attirer des hérissons? C'est possible ou pas? Déjà, la première chose à faire, c'est peut-être pas de les attirer, mais d'éviter de les faire partir. On y pense trop peu. Donc quand on a un hérisson, on le regarde. Alors, que faut-il faire? Ne pas toucher au tas de branchages au fond du jardin. Qui sont logis. Et pourquoi ne pas en créer un tas de branchages pour le faire un abri. Pour le faire venir. Okay. Et puis quand vous avez constaté sa présence, vous ne touchez plus à rien, et vous n'oubliez jamais, si vous avez un petit étang, de mettre au milieu une grosse pierre pour que s'il venait à tomber dans l'eau, il puisse se protéger. Voilà, il faut penser à tout. Oui. Voilà. Alors, Alain Baraton, merci. On pourrait dire encore plein de choses, mais le mieux, c'est de lire ce livre, qui est complètement passionnant. Et bien, écoutez, à très vite, j'espère, pour un nouvel ouvrage. À très bientôt. C'est vrai? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je sorte, là, dans les jours qui viennent, un autre livre pour les grands cette fois. C'est mon Tour de France des bois et forêts. Ah, ça alors? Et oui, j'avais envie d'expliquer aux gens pourquoi les bois s'appellent, par exemple, le bois de Fausse-Repose, qui est un bois connu des habitants dans les Yvelines. Pourquoi s'appelle-t-il bois de Fausse-Repose? La réponse est dans le livre. Et le bois de Saint-Cucufa et tous ces trucs-là? La réponse est dans le livre. Oh là là, j'ai hâte. Merci Alain. Faudra me réinviter. Mais prenons date, avec grande joie. À très vite. À très vite. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de VIP.